Voilà. Eh bien, on arrive à quoi maintenant ? On arrive à ton coup de cœur et coup de gueule en même temps. Ouais, de gueule. Oui, les deux. De cœur aussi. Alors, dis-nous, explique. Vas-y. Bah oui, c'est Frankenstein, quand même, de Guillermo del Toro. Parce que donner chair et image à un être vivant assemblé avec des parties de chair morte par un savant égoïste et mégalo, bah ça, c'est offrir à Guillermo del Toro un précieux cadeau de Noël, un jouet de rêve et de cauchemar. Bah pourquoi ? Parce que ce réalisateur, alors moi, c'est franchement un de mes réalisateurs préférés, hein, vraiment. Le réalisateur prodigue, il va nous donner à voir, à aimer la soi-disant monstruosité d'êtres qui au final sont juste étranges. Il n'y a qu'à voir la chose amphibie, entre autres dans la forme de l'eau, hein, déjà du même réalisateur. En fait, c'est une sorte c'est dur les mots compliqués aujourd'hui. Faut faire plus simple, ma grande. Qu'est-ce qu'un auditeur nous a dit, Patrick ? C'est ça. On était quoi ? Alors, certains auditeurs nous ont dit qu'on était pontifiants. Oh. Alors, une sorte d'anthropomorphisme, c'est-à-dire comment passer d'un animal à un humain. Hein. Ici, c'est celle d'un humain rapiécé qui va devenir un humain bien plus réussi que bon nombre de ses congénères. Il est diffusé uniquement sur Netflix. Je vais d'abord dire, vraiment, parce que je suis obligée de dire les qualités de ce film pour après expliquer ce qui s'est passé avec Netflix. Qu'est-ce que j'ai aimé ? Il est riche en détails artistiques, en atmosphère de contes de fées sombres. Et il y a que, pour moi, il n'y a que Del Toro qui a le secret pour faire un tel univers de contes de fées, quoi. Le labyrinthe de Pan, les Chines du diable. Enfin bon, vous avez compris, je suis complètement fan. Hein. Il y a également une grande fidélité au livre de Mary Shelley, l'originel, dans 1818, ce qui n'est pas toujours le cas. Les panoramas sont grandioses. D'ailleurs, puisque je l'ai vu depuis une plateforme, j'étais sur mon petit ordinateur et j'ai dit après, c'est pas possible, c'est trop beau, j'ai branché, j'ai regardé sur la grande télé. Les panoramas sont grandioses. L'image travaillée, gothique, mais comme je l'adore, cette image-là, gothique, elle va faire pâlir de jalousie Robert Eggers, son dernier Nosferatu. Pourtant, c'était pas mal, l'aspect gothique, mais là, c'est bon, il le pète. Et ça va en faire pâlir d'envie les décorateurs d'intérieur de la famille Adams, parce que franchement, mais c'est incroyable. J'ai adoré son humanité aussi, une humanité au sens émotionnel du terme, du héros, la créature. Alors là, petit aparté qui est quand même très important, énormément de gens confondent Frankenstein n'est pas la bête. Non, mais il y en a beaucoup. Vraiment, je le dis parce que Frankenstein est le nom du créateur, Victor Frankenstein. D'ailleurs, la créature s'appelle la créature. Elle n'a pas de nom. Et chez Mel Brooks, c'était Frankenstein. Oui, c'est ça. Junior. Oui, Junior. Même quand je parle d'humanité, même physiquement, ça n'a rien à voir avec les représentations habituelles. Là, sa sensibilité, elle transpire de tous ses pores, sa beauté intérieure aussi. Moi, il m'a ému, il m'a troublé, il m'a séduit, même par moments, tout comme... il est beau, hein. Mais il est beau, là, franchement, quoi. Mais oui, ça fait drôle de dire ça, de la créature, mais là, moi, j'ai compris Lady Elizabeth, dans le film. Il est beau, c'est l'acteur qui jouait Elvis Presley dans un autre film. Oui, c'est Jacob Elordi, qui est formidable au passage, vraiment. Mais là, vous êtes en train de parler d'un film que je ne pourrais pas voir, parce que je n'ai pas les moyens d'avoir Netflix. Donc, comme il est... Alors, vas-y, continue. Oui, je suis désolée, Patrick. Tu me passeras tes codes. Et justement, Lady Elizabeth, qui est jouée par Mia Goth, alors là, j'ai trouvé assez moyenne, de même que le scientifique Oscar Isaac. Ah ouais, moi je l'ai pas reconnu, Oscar Isaac. C'est juste au générique de fin, je dis tiens, c'est Oscar Isaac. Mais j'ai pas aimé, je l'ai trouvé que c'était un savant fou qui en faisait un peu trop là pour le coup, c'était assez exagéré. Mais Jacob Elordi sauve tout. Alors, mon coup de gueule, ça c'était mon coup de cœur. Pourquoi mon coup de gueule ? Il est paru en tout et pour tout 3 semaines dans certains États des États-Unis, des États clés de ce que j'ai compris. Pourquoi il est paru 3 semaines ? Oscar oblige. Parce que pour être nominé via Netflix, il faut passer dans certains États clés des États-Unis. Et il a été diffusé en avant-première à la Mostra de Venise, en compétition officielle 2025. Déjà, il faut savoir, avant Frankenstein, Del Toro en 2022, il y avait un Pinocchio qu'il avait réalisé, qui était passé sous tutelle de la plateforme déjà Netflix afin de trouver les ultimes fonds nécessaires. Ah, nous y voilà. Donc ça serait une histoire financière, on s'en doutait un peu.
Pourquoi ils sortent que sur Netflix certains films? Alors souvent parce qu'ils sont jugés insuffisamment bons pour bénéficier d'une sortie en salle classique. Mais là, je vois mal qu'on puisse dire ça d'un grand réalisateur pareil. D'autant qu'il y a déjà eu des films d'auteurs produits et ou diffusés ces dernières années uniquement sur Netflix. On a The Irishman de Scorsese et on a eu également Roma d'Alfonso Cuarón, entre autres. Donc, il y a une vraie montée en gamme chez Netflix. Également, des très grands classiques qui sont arrivés au début des années 2020 chez eux, en partenariat avec MK2. Ce sont des appâts, il n'y a pas des appâts à cinéphiles de tout âge et de tout style. Alors, j'ai lu dans une interview de David Fincher. Oui. David Fincher, donc, a signé en 2020 un contrat d'exclusivité, délaissant les salles qu'il trouve, alors là je cite, et avec tous les guillemets qu'on veut y mettre, les salles qu'il trouve humides, malodorantes et graisseuses. Ah bah faut qu'il vienne aux Jean Eustache. Il n'a pas parlé qu'il y avait des punaises. Et David Fincher, il a sorti aussi un film qui s'appelle Mank. C'était la biopic de Mankiewicz, uniquement sur Netflix aussi. Donc lui, il jure plus que par Netflix. Pour lui, Netflix lui permet une libre expression de sa créativité, un lieu où des projets ne trouveraient pas preneur auprès d'Hollywood et son marché du divertissement et du marketing. Là, je cite sa pensée. Bon, après, au final, pour Netflix, ça sert à alimenter un catalogue premium. Voilà. Mais si on n'est pas abonné, voilà, ce qui est mon cas d'ailleurs, je l'ai eu autrement, mais effectivement. Voilà. Autrement, on veut pas savoir. Alors, en conclusion, je dirais que ce film-là, c'était du nanan pour Guillermo. Ce cauchemar d'une humanité contre nature quand elle défie les lois de l'ici-bas. J'ai pas mal pleuré durant le film, je me suis révoltée aux côtés de la créature et j'ai vécu toute une palette d'émotions et de sensations. Vraiment, Del Toro m'a emmenée dans son sommeil agité, même si j'aurais préféré faire ce voyage onirique dans une salle. Mais allez le voir, sans retenue, si vous aimez le sombre éclat, j'aime bien l'oxymore, le sombre éclat de ces créatures. Alors, encore un réalisateur majeur attiré par les sirènes de la plateforme Netflix. Et le film ne sera qu'en exclusivité, en effet. Alors, tu as cité Scorsese, Fincher, Cuarón. Il y a aussi Bong Joon-ho, le réalisateur de Parasite. C'était une fable écologique qui s'appelait Okja. Jane Campion, le western The Power of Dog. Et en ligne, j'ai vu cette semaine George Clooney. Okja était sorti en salle. Ah, ça m'étonnerait. Si. Moi, je l'ai vu. Ah bon, d'accord. Et alors, George Clooney, juste cette semaine, pour la comédie Jay Kelly. Oui. Voilà. Alors, la technique commerciale, c'est de les montrer avant une fois, dans un festival prestigieux. Voilà, donc, c'est ça. Frankenstein, c'était à Venise, pour glaner éventuellement quelques prix, puis de les sortir confidentiellement sur une courte durée dans quelques salles, ce qui confère le label cinéma, indispensable pour concourir aux Oscars, comme tu l'as dit. Cheval de Troie pitoyable et dangereux pour l'économie du cinéma. Alors, outre la qualité du grand écran et l'ambiance de la salle, qui sont perdus sur un canapé devant la télé avec des chocolats. Alors, pour ce qui est de ce Frankenstein, le réalisateur qui a un net tropisme vers les monstres, ça c'est sûr. Il y a mis les moyens, et je dois dire que l'argent du producteur Netflix se voit à l'écran et se verrait d'autant mieux dans une salle. Le récit est bien plus complexe et fouillé que les précédentes adaptations du classique de Mary Shelley, donnant évidemment davantage de profondeur au personnage. Côté bémol, je peux quand même un peu déplorer un aspect grand guignol, parfois exacerbé, notamment du côté du professeur interprété par Isaac, particulièrement frévieux. Et puis le choix, moi je suis désolé, mais le choix d'un acteur top modèle athlétique, sommairement grimé pour incarner une créature monstrueuse. Oui, mais pour Céline, faut ça. Oui, mais moi ça m'a pas paru judicieux. Bon. Déjà quand elle voit le vizir de je sais plus quoi. Oui, mais justement, et on est loin de Boris Karloff, ça c'est sûr. Ça change tellement qu'on aurait dit qu'ils ont été rapiécés avec une grosse aiguille. Là, bon, ça change, c'est bien. En faisant des recherches, j'ai vu Patrick, je ne sais pas si vous savez ça, Kenneth Branagh avait réalisé aussi un Frankenstein avec Robert De Niro dans le rôle du monstre. Étonnant, non? J'aimerais bien voir ça. Ça n'a pas dû avoir un grand succès, ça. Ouais, ça a dû sortir sur Netflix, alors. Voilà, Talking to Me. Bien, maintenant il est l'heure de musique. T'es sûr? Oui.